Bonsoir Alain Finkielkraut. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes écrivain, philosophe, académicien bien sûr, auteur de nombreux livres qui ont eu un très grand succès. Votre dernière publication, La seule exactitude, aux éditions Stock, qui est un recueil des chroniques d'actualité présenté entre 2013 et 2015 à RCJ, la radio de la communauté juive, et publié dans le magazine Causeur d'Elisabeth Lévy. Vous y poursuivez puisque vous y commentez les grands moments de l'actualité, et il y en a bien sûr eu beaucoup. Votre dénonciation du politiquement correct, ce fameux discours du bien qui fait du mal. Vous y poursuivez votre dénonciation de l'école qui tombe, de la France qui perd sa culture. Et votre message principal, c'est on n'est pas dans les années 30 pré-fascistes, on est plutôt dans les années 50, où en fait on ne pouvait pas dire la vérité, par exemple sur l'URSS, parce qu'il ne fallait pas faire le jeu de la réaction. Mais je me demandais quand même si aujourd'hui vous n'étiez pas dans une période plutôt faste, parce que finalement il semblerait que vous, avec d'autres intellectuels, vous avez plutôt gagné la bataille des idées. Est-ce que vous n'êtes pas devenu en quelque sorte ce qu'on appelle l'idéologie dominante? Écoutez, je n'en sais rien. J'espère ne pas être un idéologue, puisque mon effort, c'est de rechercher la vérité et de penser le présent en tant qu'il ne s'est jamais présenté jusque-là. C'est le sens de mon titre, La seule exactitude. Mais je constate aussi qu'un certain nombre de journalistes, un certain nombre d'universitaires nous font vivre sous le régime permanent de la chasse aux sorcières. Ils ne me contestent pas, ils ne débattent pas avec moi, ils m'insultent et ils me cousent sur la poitrine la lettre écarlate, le R de réaction et même de racisme. Et quand je m'avise de me plaindre, ils disent « mais enfin, on ne voit que vous ». Non, je trouve que le climat intellectuel en France est devenu absolument détestable. J'ouvre le Nouvel Observateur, je suis atterré de ce que j'y vois, atterré et même, la critique est très violente contre vous, effectivement. Je dois dire un peu attristé, parce que le Nouvel Observateur était le haut lieu de la vie intellectuelle, sous l'égide de Jean Daniel. L'Obs est devenu une mixture pathétique de Vanity Fair et d'ultra-gauchisme, l'alliance de la radicalité la plus fanatique et du snobisme le plus échevelé. Mais je dois dire... Est-ce que ça compte? Pardonnez-moi. Est-ce que ça compte? Je veux dire, évidemment, la presse écrite est là, elle compte énormément pour nous, mais la vérité, c'est que quand vous parlez, que vous dites, eh bien, que l'école ne va pas bien, que vous dites que la culture française est peut-être malmenée, c'est cette angoisse identitaire. Bah, une partie des Français la partagent. Oui, donc vous n'êtes pas si victime, vous n'êtes pas si... Bien entendu, je pense que la violence dont dans certains lieux je suis l'objet est aussi la rançon du succès ou du retentissement qu'un certain nombre de thèmes que je développe rencontrent. Il ne s'agit pas d'une angoisse identitaire, il s'agit effectivement d'une sorte de stupeur de voir la France devenir une société post-nationale, post-culturelle, post-littéraire et sombrer dans l'oubli d'elle-même. Eh bien oui, en effet, cela, je ne suis pas le seul à le ressentir, mais ce que je trouve déplaisant, détestable et même accablant, c'est le discours qui consiste à dire qu'une telle anxiété relève, si vous voulez, du fascisme. Ça, elle est interdite. Absurde. Vous dites, on n'a pas le droit d'interdire ce sentiment d'anxiété, ce sentiment de questionnement sur l'identité ou sur ce qu'est la France. Je voudrais qu'on écoute ensemble François Hollande. Aujourd'hui, il était à l'école des Chartes, donc à l'école qui forme les historiens, et il a eu un discours, et j'ai eu le sentiment, en l'écoutant, qui vous parlait. Ah bon? La France, elle n'est pas une identité figée dans le marbre. Elle n'est pas une nostalgie qu'il faudrait conserver, un corps vieilli, avec un sourire fatigué. La France, c'est une espérance toujours. La France, c'est un renouvellement permanent. Et c'est une volonté de participer pleinement à la construction du monde.
C'est pas une identité figée dans le marbre, c'est un renouvellement permanent. Même si le président précise avant, il est très important que nous puissions avoir le souvenir de nos mœurs, de nos rites, de nos traditions et de toute notre culture. Comprendre notre passé, c'est comprendre la diversité de la France. Mais enfin, il vous dit, c'est pas une nostalgie la France, ça se renouvelle. D'abord, la France n'est pas une nostalgie. Cette phrase ne veut strictement rien dire. L'une des composantes essentielles de l'identité nationale, c'est la langue française. Il faut l'honorer, il faut la respecter, et je ne suis pas sûr que le précédent président Nicolas Sarkozy l'ait fait, mais son successeur en ce domaine... C'est l'académicien qui parle, on a compris. C'est pas du tout l'académicien qui parle. Je pense que n'importe quel Français dans son bon sens ne peut qu'être saisi de stupeur par une phrase qui dit « la France n'est pas une nostalgie ». La nostalgie, d'abord, n'est pas un sentiment coupable. Mais aujourd'hui, on la criminalise. On la criminalise pourquoi? Parce que, si vous voulez, la France d'avant, c'était la France d'avant la diversité. Et si vous témoignez d'une sorte de regret pour quelque parcelle que ce soit du monde enfoui, vous avez l'air de dire que peut-être vous avez l'air de laisser penser que la France de la diversité n'est pas parfaite, et donc vous êtes immédiatement suspect de racisme. Nous voici condamnés à, si vous voulez, glorifier le passé, le présent, alors qu'il est de moins en moins aimable. Et alors je voudrais répondre au président Hollande avec une citation de Thomas Mann. Vous voyez que je ne suis pas un nationaliste obtus. Admirer le passé n'est pas forcément contraire à la vie, et c'est absolument préférable à l'outrecuidance. Aucune époque n'a jamais eu motif de se sentir bien dans sa peau et de voir la paille dans l'œil d'autrui et non la poutre dans le sien, la nôtre moins encore. J'invite notre président à méditer cette phrase. Je voudrais revenir sur le fait que vous commentez l'actualité un peu en temps réel, et ce livre en est l'exemple, puisque vous évoquez les différents moments. C'est quand même une posture assez délicate pour un philosophe, parce que parfois, vous prenez le risque d'aller trop vite. Et certains vous qualifient de philosophe de l'émotion, d'intellectuel du sentiment, plus que de la raison. Je voudrais prendre l'exemple de Nadine Morano, que vous avez soutenu, en tout cas en disant, en vous agaçant plus des excès dans la dénonciation de ses propos que de ses propos eux-mêmes. Est-ce que là-dessus, vous n'avez pas été un peu aveuglé? Est-ce que votre rôle d'intellectuel, c'est de ne pas remettre dans le contexte des phrases et de faire la sélection des notions, des concepts? Quand on parle de race, au lieu de parler de culture ou de religion ou de peuple, est-ce qu'on ne se trompe pas? Non, absolument pas. D'abord, je ne suis pas un défenseur de Nadine Morano, contrairement à ce que j'ai lu encore dans le journal Le Monde. La simplification, aujourd'hui, elle est du côté des journaux de référence et pas de la télévision, où au moins j'ai le temps de m'exprimer. Et je pense que la France, je l'ai dit, c'est une certaine idée de la langue, et Nadine Morano malmène la langue française à chacune de ses interventions. Il n'en reste pas moins qu'elle a maladroitement cité une phrase du général de Gaulle. Le général de Gaulle a dit que la France devait être accueillante, c'était sa vocation universelle, mais qu'elle était fondamentalement un peuple européen de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Il ne faut pas se raconter d'histoire, a dit le général de Gaulle. Je veux bien que les choses aient changé, mais criminaliser à travers Nadine Morano les propos du général de Gaulle, c'est une preuve absolue d'inculture. Et, je le dis très clairement, le racisme, ce n'est pas d'utiliser le mot de race, c'est d'exalter l'inégalité des races et d'enfermer chaque individu dans la sienne. Ce n'est pas, à ma connaissance, ce qu'a fait Nadine Morano. Donc, je trouve que ce procès est grotesque, est absurde, et il ramène à ce que je disais tout à l'heure, ce climat de chasse à l'homme perpétuel. Nous vivons encore une fois sous le régime du lynchage médiatique hebdomadaire. Vraiment, il y aurait mieux à faire, et voir les gaullistes s'acharner à travers elle contre une phrase du général de Gaulle, c'était tout simplement pitoyable. Il faudrait peut-être
recontextualiser et rappeler, mais peut-être qu'on n'en aura pas le temps. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous étiez un défenseur de l'universalisme et que vous devenez avec le temps le défenseur d'une identité nationale agressive? Je ne vois rien d'agressif dans la volonté de préserver ce qu'il y a de meilleur dans la civilisation française. Je pense aussi que la gloire de la France était, comme l'a dit Lévinas, d'être une nation à laquelle on peut s'attacher par l'esprit et par le cœur aussi fortement que par les racines. La France est un héritage culturel d'une très grande richesse qui est proposé à tous ceux qui vivent sur son sol, français de souche comme français de fraîche date. Et c'est cela que je défends aujourd'hui, et je me désole de voir l'école liquider, réforme après réforme, cet héritage. Comment, vous dites qu'après le 11 janvier, la lucarne s'est vite refermée. Le temps où on a nommé les choses, où on a reconnu les vrais problèmes est très vite passé. Bourdieu a bâillonné Lévi-Strauss. C'est vrai, c'est ce que beaucoup ont ressenti. Oui. À un moment donné, on a parlé, et puis après, on a n'a plus nommé les questions. Mais lorsque vous racontez ça, c'est votre rôle d'intellectuel d'alerter, d'interpeller, d'avertir. Mais qu'est-ce que vous faites pour apaiser, pour rassembler, pour ouvrir de nouveaux chemins? Est-ce que vous êtes là pour déplorer seulement? Je ne suis pas là pour déplorer, je suis là pour essayer de penser notre situation et de regarder les choses en face. Il me semble que rien n'est pire que l'aveuglement volontaire dans lequel nous sommes. Rien n'est pire que ce quiproquo permanent d'une époque qui se prend pour une autre. Voilà ce que j'essaye de faire. Et il me semble que pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, il faut d'abord les nommer. Mais la gauche française et toute une partie de la droite refusent l'idée, la possibilité même, en France ou même dans le monde, d'un choc des cultures. Tout doit pouvoir être ramené au bout du compte à la question de l'inégalité, à la question sociale. Et c'était le sens du discours du Premier ministre. Quelques jours après le 11 janvier, le grand problème, c'est celui de l'apartheid social. Donc, les coupables sont des victimes. Or, l'islamisme, si vous voulez, n'est pas du tout une conséquence de la ghettoisation, de l'exclusion, de la discrimination. Parler ainsi, c'est se frapper soi-même de cécité, et il ne s'agit pas, bien entendu, d'enfermer les musulmans dans cette identité islamiste. Il s'agit de dire les choses clairement et de définir aussi clairement également quelles sont les règles qui valent dans notre pays pour que tous ensemble vous parlez de synchronisation. Vous dites qu'il faut qu'on mette notre montre à la même heure. Oui, eh ben oui, il faut. Mais pardonnez-moi, juste pour, ça va vous paraître bizarre, mais vous n'avez pas de portable, vous n'avez pas d'ordinateur, vous venez d'acquérir une carte bancaire, c'est ce que j'ai lu. Ah bon, quand même, c'est un peu trop. J'ai une carte bancaire. Mais du coup, est-ce que vous êtes à la même heure que vos contemporains? Est-ce que vous-même, vous pouvez comprendre le cheminement psychique, même intellectuel, de quelqu'un qui utilise un certain nombre de technologies? Sûr, mais je le comprends très bien. Et peut-être que non. Est-ce que vous posez la question de savoir peut-être que non? Quand on lit du Racine ou du Corneille sur une tablette, c'est pas pareil que de lire du Racine et du Corneille sur un livre. Je le sais. C'est la raison pour laquelle le grand espoir de François Hollande, qui regarde tout le temps devant lui et jamais derrière, et qui consiste à dire que c'est en généralisant les tablettes dans toutes les collèges, dans toutes les écoles de France, qu'on va résoudre les problèmes de l'école, cet espoir me semble relever du fétichisme. Je crois que j'ai suffisamment, justement, je suis suffisamment extérieur aux choses pour reconnaître la nouvelle superstition à l'œuvre qui est en France aujourd'hui la superstition du progrès, l'adoration de nos nouveaux outils. Merci beaucoup.
Merci Alain Finkielkraut, on pourrait beaucoup Déjà plus fini. continuer. Non mais les Français lisent votre livre, Ah ils bon, vous écoutent et vous l'avez dit, à la télévision vous avez beaucoup et vous parlez souvent. J'y Merci. vais, oui, j'y vais aussi pour me défendre. Restez avec nous tout de suite, c'est le journal de François Gapillon et puis on va évoquer les femmes, ces femmes qui sont toujours derrière les hommes politiques. A tout de suite, Patrice Duhamel et Jacques Santamaria.